Peut-être que vous avez l'impression des fois qu'on vous casse les oreilles avec ça, le TDAH, puis qu'on vous dit c'est important de vraiment s'en occuper, puis de vraiment diagnostiquer ça de bonne heure, puis c'est important. Et c'est d'autres, mais ma question, ce Martin, pourquoi c'est si important de le faire? En fait, on a la chance, dans notre champ de pratique médicale, d'avoir des études qui ont regardé des enfants avec un TDAH et des enfants sans TDAH. Okay. Et on les a comparés de façon naturelle, c'est-à-dire on les a suivis dans le temps. Et on a regardé qu'est-ce qui arrivait à l'âge adulte chez ceux qui avaient été traités, ceux qui n'avaient pas été traités, puis on les a comparés à la population normale. Alors, les patients qui ont un TDAH, qui n'ont pas été traités, il y a un risque associé à ça. On se rend compte que les patients qui ont un TDAH non traités visitent plus souvent les urgences d'un hôpital comme Sainte-Justine. OK. Alors, il y a plus d'enfants qui sont susceptibles d'avoir des blessures. Un bras cassé, une jambe cassée, des affaires dans le même. Exactement. Commotion cérébrale, on en parle beaucoup. Alors, si la commotion cérébrale, ça peut même empirer le TDAH. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut se pencher. Puis quand on traite le TDAH, on pense qu'on peut diminuer le risque. Il y a d'autres conséquences à ne pas traiter. Donc, chez le jeune enfant, c'est beaucoup les accidents comme ça, mais quand on arrive à l'adolescence, on va parler de sexualité précoce, on va parler de sexualité non planifiée, non désirée, donc faite dans un contexte un peu impulsif. Alors, on va voir des grossesses à l'adolescence. Okay. On va voir plus d'infections transmissibles sexuellement chez les gens qui ont un TDAH non traités. On va voir aussi plus de décrochage scolaire. On va voir plus de conflits dans un couple. Alors, beaucoup de conséquences comme ça, sociales, au plan économique, ça a un coût, ça aussi. Et on sait que quand on a accès à un traitement, on diminue ce risque-là. Certains des enjeux qui nous inquiètent particulièrement en médecine, c'est la conduite automobile puis l'usage de drogue. Okay. Et là, il y a une association qui est très forte entre le TDAH et la conduite dangereuse. Alors, par exemple, il y avait une équipe de recherche à un moment donné qui avait démontré que avoir un TDAH au volant non traité, c'est la même chose que de conduire en état d'ébriété. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes réflexes, c'est-à-dire qu'ils vont conduire plus vite, ils vont éviter de faire des stops, ils vont faire des accidents. Et bien sûr, ça, c'est un problème de santé publique important. Et l'usage des substances, donc dans la population TDAH non traitée, mais aussi même dans la population TDAH traitée, là, il y a un risque d'utiliser des substances qui est plus important que dans la population, qu'on va dire normale, mais appelons-les sans TDAH. Okay. Et ce risque-là est reculé dans le temps quand on traite tôt le TDAH. Donc, si on traite, par exemple, à partir de 7-8 ans, c'est pas vrai que les jeunes vont vouloir consommer à 12, 13, 14 ans. Peut-être qu'ils vont consommer à 17, 18 ans, 19 ans. Okay. Mais ça va retarder le début et peut-être que la consommation, du moins c'est ce que les études tendent à dire, vont être moins d'une consommation abusive, répétée, qui va mener souvent à des problèmes de dépendance. Mais en même temps aussi, ils vont être adultes. Donc, ils vont avoir plus de conscience que juste de faire ça pour le fun à 12 ans. Tu sais. Peut-être plus responsables, peut-être que leur cerveau aussi, c'est davantage développé. Ils sont plus en mesure de prendre des décisions rationnelles par rapport à l'utilisation de certaines substances récréatives. Moi, j'ai jamais été traité, donc je viens d'apprendre que j'ai conduit en état d'ébriété pendant à peu près 25 ans. Mais je trouve ça, j'aimerais comprendre davantage ce côté-là. Il y a un risque associé si on va derrière un volant parce qu'on n'a pas les mêmes outils cognitifs, c'est-à-dire la concentration, la capacité d'anticiper les choses est moins présente parce qu'on est spontané, on est plus facilement distrait, on est impulsif, on va accélérer plus vite et ça fait en sorte que le risque d'accident est plus élevé. Parce que moi, j'ai déjà dit à mon médecin, je fais beaucoup de motoneige, j'avais dit, moi, je fais de la motoneige à des places, puis je passe dans des arbres, puis j'ai jamais eu d'accident de motoneige, là, je croise mes doigts, je touche du bois, mais puis je disais, comment tu peux dire que moi, j'ai un déficit d'attention quand je suis en train de faire ça, puis je suis hyper concentré, tu sais. Mais c'est une très belle observation parce qu'effectivement, sous stress, donc ça génère des hormones qui ressemblent aux psychostimulants, les médicaments qu'on utilise pour le TDAH. Il va y avoir effectivement une plus grande efficacité pour certaines personnes. Par exemple, il y a des gens avec un TDAH qui vont dire « Moi, j'étudie à la dernière minute parce que sous stress, je me concentre. » Le problème avec ça, c'est que le dosage du stress, à moins de se connaître très, très, très bien, là, puis être le Dalai Lama, on n'arrive pas vraiment à doser notre stress. Et le problème, c'est justement, derrière un volant, me dire, il faut que je conduise à 150 km/h pour être vraiment concentré. Donc, on ne peut pas utiliser ça comme un argument, mais c'est vrai que sous stress, il y a des patients qui arrivent à avoir une meilleure concentration. C'est vrai, par exemple, dans l'utilisation des jeux vidéo. Plein de jeunes qui vont dire « Mais comment ça se fait? Je me concentre bien devant les jeux vidéo. » Ils sont intéressés, ils sont motivés
il y a de l'adrénaline et ça fait en sorte que ça vient comme traiter un peu de façon naturelle leur TDAH. En fait, c'est drôle parce que pour éviter d'aller là-dedans, c'est toujours une question de prévention. C'est qu'on prévient quand on est bien entouré, qu'on a des professionnels avec nous autres, qu'on prend de médication, qu'on a des plans d'intervention. Ça prévient à long terme, c'est ça? Tout à fait. Donc, plus on traite tôt, puis plus on encadre ce trouble-là tôt dans la vie d'une personne, meilleures sont les chances qu'il atteigne son plein potentiel, c'est-à-dire qu'il va être capable de réaliser les études autant qu'un autre garçon ou une autre fille de son âge avec les mêmes capacités cognitives. Donc, ça ne devient pas un handicap. On arrive à corriger cet handicap-là. Donc, c'est certainement un bénéfice important d'offrir ce traitement-là tôt dans la vie. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour de bien des affaires intéressantes. Merci bien. Merci.